Bien, donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette série de vidéos de présentation de la Caisse des dépôts et des consignations. Alors je vous propose une première thématique liée à l'histoire amenant à la création de la Caisse des dépôts, qui sera divisée en deux vidéos. La première jusqu'à l'abolition de la monarchie en 1792, la seconde jusqu'en 1816, au moment de la création effective de la Caisse des dépôts. L'intérêt de cette approche historique, c'est de comprendre comment on en est arrivé donc, à la création de la Caisse des dépôts, quelles sont les crises de confiance qui ont amené à créer cette institution particulière, et d'autre part de repérer ce que pourraient être les ancêtres ou des initiatives un petit peu comparables de caisses dans l'histoire de France. Je vous propose de commencer sans plus tarder. Il faut quand même partir, je crois, sur cette approche historique, sur une théorie politique qui est celle de l'absolutisme, pour comprendre les crises de confiance. On est après le Moyen-Âge, la Renaissance, guerre de 100 ans, 1337-1453, qui était une guerre donc, entre la France et l'Angleterre, affaiblissement du pouvoir royal, mais toujours est-il que le pouvoir royal a l'autorité suprême, il peut imposer son autorité au pouvoir spirituel, il n'y a pas d'histoire de consentement à l'impôt. C'est une théorie qui est reprise par Jean Bodin dans les 6 livres de la République en 1576, le pouvoir donc de donner, de casser la loi, facteur d'unification politique, enfin. Et donc l'absolutisme, c'est une théorie qui irrigue toute la société d'Ancien Régime, donc 200 ans avant la Révolution, 1789 ou 1792 si on prend l'abolition de la monarchie. Et donc j'aimerais qu'on prenne l'accès au pouvoir donc, par les Bourbons, avec Henri IV en 1589, Édit de Nantes en 1598, pour identifier plusieurs crises de confiance qui vont amener à la création de cet établissement. On va donc regarder le règne de Louis XIV, le règne de Louis XV et le règne de Louis XVI, afin d'identifier à chaque fois un événement particulier qui va progressivement détériorer la confiance des potentiels créanciers de l'État et qui appellera à la création de la Caisse des dépôts. Sous Louis XIV, alors je vous donne le contexte, vous prenez ce que vous voulez, mais c'est simplement pour comprendre comment les choses se sont faites. Louis XIV, c'est donc le roi Soleil, le règne le plus long de l'histoire de France, 1643-1715, donc 72 ans. Louis XIV, c'est un roi qui a été aussi accompagné par le cardinal de Mazarin, qui a subi l'affront d'une noblesse frondeuse avec une fuite dans la nuit pour échapper à cette noblesse. Donc Louis XIV en garde un souvenir assez négatif, ce qui ne l'empêche pas d'être un roi assez poli, théâtral, peu importe. Ce qu'il faut retenir sur le règne de Louis XIV, c'est qu'on a deux périodes du point de vue politique économique. On a la période avant les années 1670 et la période après 1670. Avant 1670, la France est un pays très puissant, très peuplé. On a une politique économique qui est proposée par Colbert, qui est un ministre des Finances très important, et qui a la différence, donc il n'est pas sur le mercantilisme. Le mercantilisme, c'est une théorie économique basée sur la colonisation du Nouveau Monde, le fait que le prince doit compter sur l'or des marchands pour favoriser l'essor commercial de la nation. Colbert propose une politique beaucoup plus pragmatique de rattrapage, qui consiste à dire qu'il faut favoriser l'industrie nationale, d'où l'apparition de la soierie lyonnaise par exemple, arrêter d'importer donc trop de produits de luxe italiens, pratiquer de l'espionnage industriel en Italie, en Hollande, ce qui nous permet de découvrir les secrets de la verrerie, créer des compagnies. Bon. Et après, deuxième partie, en 1672, Louis XIV veut déclarer la guerre à la Hollande, qui est effectivement la puissance maritime du moment, le pivot de la propagande anti-française aussi. Et le problème, c'est que cette guerre va creuser le déficit de la France de manière très importante dès 1673. Et donc Colbert ne peut plus soutenir l'industrie comme il le faisait. Il doit créer de nouveaux impôts, en ressusciter des anciens, augmenter ceux existants. Et surtout, c'est ce qui va nous intéresser sur l'événement, c'est la création de la caisse des emprunts ou des caisses des emprunts. Pourquoi des caisses ? Parce que dans le royaume, on a à l'époque 5 fermes générales. Et le système, c'est qu'en fait, l'État ne collecte pas lui-même directement tous les impôts et les taxes. Il va passer par des fermes, donc il y en a 5 à différents endroits du royaume. Et ces fermes sont tenues par des traitants, des financiers, qu'on appelle donc fermiers généraux, et qui vont collecter certains impôts et taxes avant de les reverser à l'État.
Colbert propose qu'on crée dans chacune de ces fermes une caisse des emprunts, et le système est le suivant. On propose aux Français de ramener de l'argent en espèces, donc métallique, et on leur fait une promesse de remboursement à terme de 5%. C'est un système qui marche très très bien jusqu'en 1698, donc au moment du traité, pour la guerre de Hollande. On va réactiver ces caisses des emprunts en 1702, au moment de la guerre de succession en Espagne, vu la santé fragile de Charles II. Et pour ramener encore plus d'argent, pour attirer en tout cas plus d'argent, on va augmenter le taux d'intérêt du remboursement à terme à 10% en 1705. On se rend bien évidemment compte qu'en 1715, ce système n'est pas tenable. Et le contrôleur général des finances de Noailles va prendre une mesure unilatérale qui est de ramener le taux d'intérêt à 4% de manière rétroactive, donc pas super pour la confiance, et étaler les promesses de remboursement sur 20 ans. À la mort de Louis XIV, on se rend compte que ce système n'est toujours pas tenable et on va transformer les promesses de remboursement à terme en papier-monnaie. C'est-à-dire qu'on va acquitter les intérêts avec des billets de monnois, de monoï, je ne sais même pas comment on dit. Et le temps que finalement la monnaie en espèces nécessaire à l'acquittement soit fabriquée. Problème, c'est que du coup les intérêts sont payés avec ces billets de papier qui n'ont plus aucune valeur, spirale dépréciative, et donc les créanciers de l'État se retrouvent avec des papiers de remboursement qui n'ont aucune valeur, crise de confiance, les finances du royaume sont dans un état complètement délabré, et voilà comment on est à la mort de Louis XIV. Donc première crise de confiance, c'est ce système-là des caisses des emprunts qui a pu fonctionner, mais qui n'a pas tenu et qui a donc trompé la confiance de beaucoup de créanciers de l'État. À la mort de Louis XIV, je vous donne les éléments pour pareil, voir comment tout cela s'enchaîne. Son fils est mort, je crois, de la variole, son petit-fils est mort de la rougeole, et donc il reste son arrière-petit-fils, et le duc d'Orléans, qui est le neveu de Louis XIV, et Louis XIV voulait l'éloigner du trône parce qu'il considérait son neveu comme très paresseux. Toujours est-il que le Parlement de Paris va casser le testament de Louis XIV, parce que les parlementaires apprécient le duc d'Orléans, et donc ça va être le règne de Louis XV, donc 1715-1774, avec la régence assurée par le duc d'Orléans. Le duc d'Orléans, dans l'idée de rétablir les finances du royaume, avait contacté dès 1714 un économiste écossais qui s'appelle John Law. John Law va proposer, sur le modèle de la Banque d'Angleterre qui existe déjà, qui est une banque privée, de créer une banque qu'on appellerait Banque Générale. La Banque Générale va être dotée d'un capital d'1 million de livres, 2000 actions réparties en 500 livres, et l'émission de ces actions va permettre la conversion des rentes et donc le financement de l'État. Vu l'annuité de 7,5%, évidemment que cette banque a beaucoup de succès et le capital est augmenté à 6 millions. On a John Law qui est donc au sommet de cet édifice, qui est également au sommet du commerce extérieur de la France, ce qui est très dangereux. Quand vous avez le même homme sur les deux plans, c'est quand même risqué. Et effectivement, il va commencer à spéculer sur le commerce des colonies en Amérique. Et à partir de sa banque, il va émettre plein de billets. Et ça va créer un vent de panique, puisque toutes les personnes actionnaires ou détenant un actif auprès de la Banque Générale vont chercher à récupérer leur actif avant que ça parte, ce système ne tombe à l'eau. Et vu la spéculation qui avait été faite par John Law, la banque n'est pas en mesure de restituer leur actif à tous les actionnaires. Et donc c'est l'épisode de la semi-banqueroute de Law en 1720. Donc la caisse des emprunts sous Louis XIV, la semi-banqueroute de Law en 1720, ça fait beaucoup. Pour continuer sur le règne de Louis XV, on arrive quand même à atteindre l'équilibre du budget en 1739, qui est permis par le fait qu'on limite les guerres, on augmente le bail des fermiers généraux, mais crise financière internationale en 1770, ce qui plombe de nouveau, ce qui met du plomb dans l'aile des finances. Je ne sais même pas si ça se dit, ce que je viens de dire, mais vous m'avez compris. Et donc, à la mort de Louis XV, les finances sont toujours dans un mauvais état. Le fils de Louis XV étant mort d'un rhume, ce sera donc son petit-fils qui va accéder au pouvoir et qui sera Louis XVI. Louis XVI, alors règne évidemment historiquement très dense avec la Révolution française. Son règne, c'est 1774-1792.
Pareil, on va essayer de repérer un événement qui va éroder la confiance des créanciers de l'État. Sa première priorité à Louis XVI, c'est de faire des économies. Donc il va réduire les dépenses de la cour. Il va également bien se faire voir en donnant 100 000 livres aux Parisiens les plus démunis. Et il va s'entourer, dès 1774, de conseillers financiers, de ministres, comme Turgot en 1774. Turgot, c'est un libéral qui veut libéraliser le prix du grain. Plutôt une mauvaise idée, puisque lorsque le prix est libéralisé, si vous avez une rumeur de mauvaise récolte, le prix explose. C'est ce qui se passe en 1775 avec la guerre des farines, enfin peu importe. Turgot va proposer la création d'un cadastre pour assurer l'égalité devant l'impôt et rétablir ainsi les finances du royaume, quitte à ce que ça ne plaise pas aux parlementaires. Effectivement, ça ne leur plaît pas. Turgot dit au roi « ou vous me soutiendrez ou je périrai », et finalement il est remercié en 1776 parce qu'il ne veut pas financer la guerre d'indépendance aux États-Unis. Il est remplacé en 1776 par Necker, qui est un banquier suisse qui est connu pour son souci d'économiser de l'argent. Et Necker va faire du Turgot, enfin, il y aura des nouveautés, il va créer la loterie nationale, mais il veut supprimer les intendants et les parlementaires de province. Le roi lui dit que, en fait, il est en train de lui faire du Turgot tout craché. Il est remercié, et en 1783, c'est Calonne qui va arriver, qui a un don pour la communication, qui explique que finalement, vu l'état complètement délabré des finances de la France, heureusement que ses propres finances à lui le sont également, sinon il ne se serait jamais occupé des finances de la France, bon bref. Et Calonne, pareil, va faire du Turgot et du Necker en expliquant qu'il faut assurer l'égalité devant l'impôt pour établir les finances. Le roi est à deux doigts de le remercier, mais Calonne arrive quand même à convoquer en 1787 une assemblée de notables, à laquelle il va annoncer le déficit de la France, 12 millions je crois. Et certains considèrent que c'est le véritable début de la Révolution, parce que ça fait scandale. Et Calonne va proposer de reprendre la subvention territoriale, qui était censée être un impôt unique, remplaçant tous les autres impôts du royaume. L'Assemblée de notables considère qu'elle n'est pas représentative, qu'elle n'est pas élue, et que donc elle ne peut pas voter cet impôt, donc elle se défausse. Louis XVI veut quand même réunir de l'argent, il va demander un emprunt, l'Assemblée va lui dire vous n'avez qu'à convoquer les États généraux pour en discuter, parce que nous, on n'est toujours pas élus ou représentatifs. Suite à quoi, Louis XVI dit c'est légal parce que je le veux, mais non, il devra tout de même attendre la tenue des États généraux 1789. Ces États généraux 1789, ils sont très très importants. Necker va aborder la question financière en arrivant rapidement sur la confiscation des biens du clergé, qu'on va vendre pour renflouer les finances. Le problème, c'est que les biens du clergé, ça met du temps à se vendre, il faut les recenser. Et donc le système qui est trouvé, c'est le système des assignats. On va en fait prendre les biens du clergé et on va en diviser la valeur, comme des actions, qu'on va vendre sous forme de billets, donc des assignats. Et les Français pourront acheter donc une portion de la valeur d'un bien du clergé via ces assignats. Le problème, c'est qu'il y a des députés comme Talleyrand qui réalisent bien que, avec le souvenir de la Caisse des emprunts et du papier-monnaie, que si on émet plus de billets que la valeur réelle des biens du clergé, le système ne tiendra pas, d'autant plus que ces assignats sont facilement contrefaits. Et il a raison. Entre 1790 et 1793, beaucoup trop de billets émis, l'assignat perd 60% de sa valeur, et donc crise de confiance là aussi. Alors, les gens qui avaient acheté au prix fort, évidemment, sont ruinés. Ça permet à d'autres plus opportunistes d'acheter des biens du clergé pour rien en 1793, comme Voltaire, je crois d'ailleurs. Mais enfin, voilà, crise de confiance énorme. On en revient à cet événement-là qui continue d'éroder la confiance des potentiels créanciers. Pour finir l'histoire sous Louis XVI, vous la connaissez, les États généraux, le tiers-État se déclare donc Assemblée nationale, Louis XVI fait fermer la salle des menus plaisirs, ils partent à la salle du jeu de pommes avec le serment. Louis XVI va se séparer de ses ministres les plus libéraux comme Necker. Révolution le 14 juillet. Le lendemain, le 15, Louis XVI va reprendre Necker. Il va être dans une volonté d'apaisement en remettant la cocarde à Bailly, donc en reconnaissant le début d'organisation municipale.
Et après ça, en août, on a l'épisode de la Grande Peur, l'abolition des privilèges, la DDHC fin août. À la rentrée en septembre, on demande à Louis XVI de venir à Paris, non plus à Versailles. Et en 1791, alors que l'image du roi n'est pas si dégradée que ça, il y a une assemblée législative qui se met en place, un vrai pouvoir législatif. Louis XVI prend peur et c'est la fuite à Varennes. Il est reconnu, il est arrêté, placé sous surveillance. Et à partir de là, il y a une constitution qui est votée, si je ne dis pas de bêtises, mais qui ne fonctionne pas parce que le roi garde un droit de veto qui paralyse l'action législative. Et ce qui va créer du mouvement également, au-delà de cet échec en termes de pouvoir, c'est l'affaire des princes possessionnés. Donc ce sont des princes allemands qui avaient des terres en France, avec l'évolution de l'Alsace, tout ça, et qui considèrent que l'abolition des droits féodaux sur leurs fiefs les dessert. Et donc l'Europe commence à être un petit peu tendue, et en 1792, tout le monde a envie de faire la guerre. Le roi se dit, si la France perd, moi je retrouve du pouvoir. Les révolutionnaires se disent qu'ils pourront étendre leurs idées partout en Europe. Et donc en 1792, on décide de déclarer la guerre à l'Autriche. La guerre se passe très mal pour la France. On reçoit un papier comme quoi, s'il est fait le moindre mal à la famille royale, l'Europe décimera les Français. Donc on n'a plus de doute sur la trahison du roi, qui se fait arrêter. Et en 1792, on va, je crois, voter une nouvelle constitution qui pose l'idée d'une convention qui déterminera les futures institutions de la France. Donc, en tout cas, à retenir, sous Louis XIV, la Caisse des emprunts, l'échec de la Caisse des emprunts, sous Louis XV, la semi-banqueroute de l'eau, les assignats sous Louis XVI. Donc on voit ces crises de confiance successives et on va aborder l'histoire jusqu'à la création de la Caisse des dépôts dans une deuxième partie. A tout de suite.